du gouffre de Cap-Breton, un canyon sous-marin abyssal quasi unique au monde. Le département des Landes possède une façade atlantique hors du commun par sa dimension. Avec une telle côte en bord de mer, on pourrait s'attendre à y trouver de nombreuses villes portuaires. Il n'en est rien. Cap-Breton, unique port de pêche de la côte landaise, fait donc figure d'exception. Jusqu'au XVIe siècle, celle que l'on surnommait la cité aux 100 capitaines profitait d'une situation exceptionnelle. À quand remonte exactement l'existence du port de Cap-Breton? En fait, le port, il vient du paysage. Le port n'a pas été construit artificiellement. Il s'est créé à un endroit spécifique où se jetaient divers cours d'eau, dont la Dour, qui était un fleuve très très capricieux et qui a fait la gloire de Cap-Breton et qui a créé son port, puisqu'ici, on a eu l'embouchure de la Dour pendant des siècles, des millénaires, voire avant que les hommes arrivent. Et donc cette embouchure très particulière a creusé tout un bassin hydrographique ici, qui était très rare sur la côte landaise. Il y a très peu d'entrées comme celle-ci. Et donc automatiquement, les premiers marins, les premiers navigateurs qui ont colonisé toute cette région sont venus s'abriter ici. Cap-Breton compte encore aujourd'hui 19 bateaux de pêche en activité. Grâce à un édit de Colbert datant du XVIIe siècle, les pêcheurs sont autorisés à vendre eux-mêmes leurs poissons au cul du bateau, comme on dit ici. Je suis très surpris, Hugo, de voir des crabes sur la côte landaise. C'est peu commun. Hein. C'est ça qui est merveilleux, c'est la biodiversité qu'on a ici, à savoir qu'on a des crustacés, on a des crabes, on a des langoustes, on a des homards, on a même des araignées de mer. Ouais, bravo, madame. Hein. Alors, voilà, quel état alors. Alors, si vous deviez me conseiller un poisson pour manger ce soir, vous me diriez quoi? C'est la saison de la lotte, profitez-en. Le lieu jaune, c'est magnifique. Ah, il y a Nego, hein, là. Là, tout le lieu jaune. Le lieu, c'est un poisson très très goûteux, un peu plus rare que les autres. On en a pas beaucoup. Évidemment, la lotte, c'est délicieux. On en a souvent, c'est une chair très ferme. Eh on oui. peut faire des tas de choses avec. Alors, je vais hésiter, je vais vous mettre d'accord, je vais prendre un merlu. Ah oui, pas de problème, on en a. Bon, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Auteur d'une trentaine d'ouvrages en grande partie consacrés aux océans, Hugo Verlhomme s'est pris de passion depuis quelques années pour un mystérieux phénomène géologique sous-marin, le gouffre de Cap-Breton. Direction l'Estacade, cette longue jetée en bois de 189 mètres, érigée sous Napoléon III. Un belvédère au-dessus d'un monde invisible. Hugo, je ne vois rien à part la beauté de l'océan et pourtant, tu me dis que là, devant nous, il y a quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce que c'est? C'est ça la merveille de l'océan, c'est que à la fois c'est gigantesque, mais on ne voit pas ce qui se passe dessous. Et les gens qui vivent ici ne savent pas qu'ils sont au pied, si je puis dire, ou à l'entrée d'un phénomène géologique pratiquement unique au monde. Il y en a très très peu. C'est un canyon sous-marin qui démarre juste ici, en face de l'Estacade à peu près, à peut-être 100-200 mètres d'ici. Ça commence tout en douceur. La tête du canyon, ce grand canyon, va jusqu'à peu près à Osgore. La tête fait 1200 mètres de large. Ça se rétrécit et ça descend très lentement dans les profondeurs marines. C'est rectiligne et méandriforme et ça fait 300 km de long. Et on peut voir aujourd'hui sur les cartes d'Ifremer le moindre petit méandre, les aiguilles, les messasses, les arches. Il y a tout un paysage absolument extraordinaire qui s'est creusé pendant des millions et des millions d'années. La science aujourd'hui rend visible l'invisible, mais est-ce qu'auparavant on savait qu'il y avait ça ici devant Cap-Breton? Alors ce que les marins savaient, c'est qu'il y avait au large ici, il y avait une fosse. Et ils le savaient pour une raison simple, c'est que quand les déferlantes pètent sur la mer, eh bien au-dessus du gouffre, les vagues perdent de leur intensité. C'est moins haut, quoi. Et les marins venaient s'abriter au-dessus de la fosse pour ne pas avoir les déferlantes. Les pêcheurs savaient aussi qu'il y avait un endroit rocailleux et profond truffé de poissons. Alors tu veux dire que s'il y a autant de poissons ici à Cap-Breton, Exactement. c'est grâce au gouffre? C'est cette biodiversité extraordinaire. Et aujourd'hui, on sait que les hotspots de la biodiversité marine dans le monde entier se fait dans les canyons. Pour mieux comprendre ce qu'est ce gouffre, Eric et Hugo ont rendez-vous avec les aquanautes. Ce groupe de plongeurs de Cap-Breton
collabore avec le CNRS et l'Ifremer afin de percer les mystères de ce phénomène géologique rare. Dans le monde, seuls 3% des canyons sous-marins sont reliés comme ici au littoral, aussi proche de la Terre. L'équipe va descendre jusqu'à 100 mètres, une plongée réservée à des professionnels chevronnés. Ce gouffre, c'est un réservoir à fantasmes. On se demande s'il n'y a pas des kraken, des monstres sous-marins. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux? Mais il y en a en plus des kraken, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire les calamars géants, il y en a? Calamars géants, il n'y en a pas dans la tête du gouffre, il y en a dans les profondeurs. C'est là qu'ils vont se planquer même. Quelle Il y en a- dimension? Eh bien, ça peut aller jusqu'à 18 mètres avec les bras et les tentacules. Aujourd'hui, l'objectif des aquanautes est de ramener des images d'un corail rare que l'on trouve seulement dans des eaux profondes. On est tout proche en fait de la côte. Bah, c'est ça qui est formidable avec ce canyon, c'est qu'en fait c'est un canyon qui commence très près du bord, c'est même sa particularité. Donc ici on est dans ce qu'on appelle la tête du gouffre. Donc là ils doivent être sur 22, 30, 40 mètres de fond et ça descend très progressivement. Là, on voit bien Nicolas qui va descendre sur Ah, il le. fait signe, Voilà, il il fait fait signe. signe parce qu'on est carrément sur la tranche du gouffre là. Hein. Et là, il descend en fait comme sur un plongeoir. Hein. Il est sur son plongeoir et il descend à la verticale. C'est une falaise. Voilà, cet et on endroit-là, voit c'est une bien, falaise. on voit bien la verticalité du bord du gouffre. Hein. Ah ben voilà. Mais qu'est-ce que c'est Voilà, ça? donc voilà ce fameux. Alors, on va mettre une hypothèse hein, sur ce corail mou en fait, corail jaune mou. Je n'ai jamais vu un corail de cette couleur avec cette Il est- intensité, il est- quoi. On sait qu'il existe des coraux dans les eaux froides. Et Alors voilà, là on voit la profondeur. Là. 100 mètres. Voilà, là on est sur 100 mètres. Les gens associent souvent le corail aux eaux tropicales. Mais il existe des coraux d'eau froide. Et ici, du fait du relief, on voit ce corail qui est jaune. Et notre question, c'est Voilà, est-ce que, on en voit- on quelle en voit- espèce il s'agit On en voit toute une. Si j'ai bien compris, Hugo, ça a un réel intérêt scientifique, tout ça. Bah, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, ce qu'ils font maintenant, c'est des sciences participatives. Maintenant, ils sont en contact avec divers scientifiques, que ce soit des biologistes ou des géologues marins. Et c'est souvent les scientifiques qui leur disent, écoutez, nous, on a un truc, on a un doute, est-ce que vous pourriez là faire un petit prélèvement, voir des sédiments, les rapporter pour qu'eux puissent les analyser. Et ça, eux, ils sont vraiment au cœur de ça. C'est quelque chose de vraiment nouveau. Et le travail qu'ils font, je peux vous dire que pour les scientifiques, c'est du caviar. Allez, vous m'avez fait rêver avec vos images. Moi, je regarde une dernière fois et je m'en vais au fond du gouffre.